Alors, bienvenue, chers amis, à la deuxième conférence sur la virée des grands jardins. Vous vous souvenez, si vous étiez présent à la dernière conférence, qu'on a passé rapidement sur les divers types d'aménagements qu'on retrouve dans les jardins habituellement, c'est-à-dire le jardin à la française, le jardin à l'anglaise, le jardin japonais, les jardins islamiques et les jardins de l'Extrême-Orient. Je prends pour acquis que vous avez bien intégré les différences entre chacun d'eux. Et maintenant, on va pouvoir se promener librement et avec plaisir dans des jardins aussi diversifiés que magnifiques. Le premier jardin qu'on va voir aujourd'hui, c'est un jardin français aménagé à la française, le jardin de Villandry. Ce domaine de Villandry est un ensemble à la française qui entremêle intimement architecture et jardin. Il est situé à 15 km à l'ouest de la ville de Tours. Villandry est le dernier des grands palais à être construit sur les rives de la Loire au 16e siècle, donc à la Renaissance. Il fait donc partie des fameux châteaux de la Loire. Les jardins actuellement en place à Villandry sont le fruit d'une reconstruction patiente effectuée à partir de 1906 par le docteur Joachim Carvalho. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la Révolution française de 1789, l'entretien des jardins des aristocrates comme celui-ci a été largement délaissé et ces jardins sont souvent retombés en friche. Le domaine de Villandry, dans son état actuel, fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005, ce qui a récompensé tous les efforts déployés pour lui rendre son éclat du 16e siècle. Le docteur Carvalho et son épouse Anne Coleman, une richissime héritière d'un grand magnat de l'acier américain, ont entrepris la restauration du domaine, soit autant des jardins que du château, qui était menacé de démolition. C'est entre 1908 et 1916 qu'ils planifient et exécutent la reconstitution des jardins en s'appuyant sur des textes de l'époque et des illustrations anciennes. Ils étaient déterminés à rendre à Villandry toute son authenticité et sa splendeur. Le jardin à la française est un style inspiré par ceux de la Renaissance italienne. Les jardins à la française sont caractérisés par des plates-bandes, des parterres symétriques, géométriques, des plantes en pot, des allées de sable ou de gravier, des terrasses, des eaux courantes sous forme de canaux, de cascades et de fontaines ornementales. On y trouve aussi souvent des topiaires, des labyrinthes faits de végétaux et des statues de personnages mythologiques. Les jardins de Villandry avaient été créés en même temps que son château Renaissance. À l'origine, ce n'était qu'un potager à usage décoratif, doté de plantes exotiques venues d'Amérique et d'ailleurs en Europe. Les jardins actuels occupent une superficie de 6 hectares aménagés sur 4 niveaux de terrasse. La terrasse supérieure actuelle, le tout nouveau Jardin du Soleil, a été inauguré en 2008. Cet ensemble se sépare en 3 chambres. La première, c'est la chambre des nuages. La seconde, c'est la partie centrale du jardin qui possède un bassin représenté par une étoile à 8 branches, ainsi que des massifs de plantes vivaces. La troisième chambre, c'est la chaire des enfants qui est composée de pommiers décoratifs. Situé au sud du parc, le jardin d'eau est le vrai jardin à la française entouré de tilleuls. Cette section se compose de tapis de verdure ornés de topiaires aux formes classiques qui se développent autour d'une pièce d'eau centrale. Une terrasse intermédiaire accueille le jardin d'ornement ou jardin de broderie, si on veut, composé de buis taillés et d'ifs sous forme de topiaires. Les jardins d'amour sont quant à eux composés de 1. L'amour tendre, symbolisé par des cœurs séparés par des petites flammes. Le deuxième, c'est l'amour passionnel avec des cœurs brisés par la passion.
Le troisième, c'est l'amour volage, avec ses 4 éventails dans les angles représentant la légèreté des sentiments. Dans ce dernier, la couleur dominante est le jaune, symbole de l'amour trompé. Le dernier, l'amour tragique avec des poignards et des glaives, est là pour représenter les duels causés par la rivalité amoureuse. En été, ces fleurs sont rouge sang. Le potage décoratif reprend la tradition médiévale et est principalement consacré aux plantes aromatiques et médicinales dont il recèle une trentaine d'espèces. Qui dit qu'un potager n'est pas, par définition, que morne et ne représente aucun intérêt à part les fruits et légumes qu'on y récolte. Celui du château de Villandry affiche tout au contraire une véritable fresque de coloris et de texture. Cet éblouissant potager géométrique a été planté en considérant les couleurs, les formes, les grandeurs des plants et leur texture. Le jardin d'eau, le plus apaisant de tous. Le bassin y joue un rôle prépondérant. Le bruit des fontaines et les grands espaces de pelouse apportent calme et tranquillité aux visiteurs. C'est le jardin le plus paisible qui soit, idéal pour se ressourcer ou pour simplement rêver. Les Nuits des Mille Feux sont un événement qui se déroule au domaine pendant le mois d'août. Alors que les dernières lueurs du jour colorent les jardins, plus de 2000 bougies viennent progressivement illuminer les allées et révéler les motifs faits en buis. C'est le début d'une promenade ponctuée par des animations qui se terminent par un étincelant spectacle d'eau et de lumière. À Villandry, ce sont 9 jardiniers qui travaillent toute l'année à l'entretien des jardins. 250 000 plants de fleurs et de légumes sont repiqués dans le potager ou dans les parterres. 1016 tilleuls, 162 ifs en topiaire et 52 km de buis sont taillés tous les hivers. Pour la seule taille des tilleuls qu'on voit ici, il faut pour le réaliser il faut 4 jardiniers pendant 3 mois. Le désherbage se fait entièrement à la main à cause de la racine très fragile des buis. Ces derniers sont taillés en septembre et en octobre. Il faut compter 1 mois pour tailler minutieusement les motifs végétaux, tels les broderies en buis et les topiaires en if, car tout ce travail se fait au sécateur manuel. Pour avoir une vue d'ensemble de ce magnifique jardin à la française, on recommande de monter jusqu'au belvédère comme on le voit ici. Avez-vous des questions ou des commentaires sur le jardin de Villandry? Oui. Combien ça peut coûter à entretenir tout ça? Ah, je sais pas. Le nombre de jardiniers, le nombre de... C'est incroyable. Incroyable, Donc, ouais. vous voyez, C'est un travail titanesque. c'est l'État, c'est la France, c'est le ministère de la Culture. J'imagine, oui. Eh bien, Ou de l'agriculture. ou de l'agriculture. Il doit y avoir des frais quand tu vas visiter ça. Oui. Oui. Oui, oui, évidemment. Des frais, mais quand même, pas si une fortune, ça. Ouais. On va passer maintenant au jardin japonais de Portland, en Oregon. Parsemé d'érables japonais en automne, de délicates feuilles roses de ses cerisiers au printemps, de ponceaux de bois comme dans les rêves, avec ses étangs où frétillent les carpes, le jardin japonais de Portland, en Oregon, atteint une position enviable parmi les grands jardins du monde. Même l'ambassadeur du Japon aux États-Unis a déclaré que c'était le plus authentique et le plus beau jardin japonais du monde, à l'extérieur du Japon, évidemment. À l'entrée du jardin, il y a ce magnifique mur en pierre sèche. Le mur en pierre sèche, c'est un mur où les pierres s'emboîtent les unes dans les autres, un peu comme dans un casse-tête, ce qui suppose qu'on n'a pas besoin de mortier entre les pierres pour que le mur tienne en place. Ce jardin, qui existe depuis 1960, a été créé pour renforcer les liens entre Portland et Sapporo au Japon, qui venaient de se jumeler. Il faut savoir aussi que la côte ouest américaine est peuplée de nombreux Asiatiques où les Japonais sont prépondérants. Les plans de ce jardin ont été conçus par l'architecte Takuba Tono
Portland, dont le climat est semblable à celui du Japon, était l'endroit idéal pour construire ce type de jardin, et M. Tonneau a relevé le défi avec brio. Il a incorporé dans sa planification plusieurs types de jardins. D'abord, le jardin de promenade autour de l'étang, le jardin plat, où il y a de nombreuses plantations, le jardin de thé et le jardin sec avec ses pierres et son gravier blanc. Les attraits particuliers de ce jardin comprennent un authentique portail de temple vieux de plus de 100 ans, un élégant ponceau qui traverse l'étang dans le jardin de promenade et plus de 2 douzaines d'authentiques lanternes en pierre qui sont disséminées dans ce merveilleux paysage. Le pavillon du jardin est le lieu de célébration où se tiennent plusieurs festivals culturels japonais au cours de l'année, ainsi que des expositions et autres activités. Le concepteur du jardin a réussi à capter l'esprit et l'essence de la nature, un peu comme un peintre paysagiste peut le faire sur une toile. L'effet recherché était l'expression de la paix, de l'harmonie et de la sérénité, tout en communiant avec la nature. La succession des saisons apporte des sensations différentes aux demi-millions de visiteurs annuels. Le printemps est synonyme de couleurs dans ce jardin, avec tous ces azalées en pleine éclosion, dans le jardin plat et dans le jardin de promenade autour de l'étang. Va sans dire que la floraison des divers types de cerisiers japonais est une immense attraction pour ce jardin. Au courant de l'été, les iris en fleurs font de merveilleuses photos, ainsi que le pont traditionnel zigzag. Les heures de visite sont prolongées en été pour profiter de l'effet du soleil couchant sur les végétaux. L'automne est la saison où les couleurs du jardin sont à leur paroxysme avec des érables japonais qui prennent des teintes automnales. L'automne apporte aussi ces bancs de brouillard venus du Pacifique qui est tout près, qui envahissent le jardin et qui ajoutent une aura de mystère à ces lieux. Dans le jardin de promenade, un petit cours d'eau relie l'étang du haut à celui du bas. Le cours d'eau coule sous le ponceau de la Lune, nommé à cause de sa forme en demi-lune. Le gravier blanc, avec des motifs tracés au râteau dans le gravier, symbolise l'eau avec ses monticules de gazon qui représentent des îles. Le jardin naturel nous montre des étangs, des cascades et des cours d'eau avec des arbres, des arbustes et des fougères, en plus de la mousse qui envahit tout l'espace. Au Japon, les gens vénèrent la grue, qui symbolise la paix, la chance et la longévité. C'est pour cette raison qu'on trouve plusieurs sculptures de cet oiseau dans les jardins japonais. Le jardin de thé nous montre une authentique maison du thé qui avait été construite au Japon, puis expédiée à Portland. Ce superbe jardin profite amplement du climat maritime de la côte ouest, où les averses sont fréquentes, ce qui fait que la mousse dans le jardin est très verte et abondante. Avez-vous des questions ou des commentaires? On va passer maintenant au jardin de l'île de Mainau en Allemagne. On parle ici d'une petite île allemande de 45 hectares en Bavière, située sur le lac de Constance. Cette île est accessible par bateau et par un mince pont. Elle est la propriété de l'un des descendants de la famille royale de Suède. La population résidant sur cette île est faible, soit moins de 200 personnes. Le climat tempéré du lac de Constance est très propice au développement de palmiers et d'autres plantes méditerranéennes que l'on retrouve dans le parc du château et dans les jardins de l'île. En raison de cette richesse en fleurs tropicales, certains ont surnommé cette île le bateau à fleurs. Une des pièces maîtresses de cette île est son arboretum. Un arboretum étant la partie du jardin où on ne retrouve que des arbres et des arbustes. Cet arboretum a été créé à partir de 1856 et contient plus de 500 essences d'arbres différentes, dont des arbres rares et précieux. On y trouve plusieurs exemplaires de séquoias géants. Les graines de ces arbres imposants avaient été importées de Californie et mises en terre en 1864. À côté des séquoias se trouvent des cèdres métaséquoias, ainsi que des arbres à tulipes.
dont on voit ici le fruit. L'arboretum de l'île se trouve dans la plaine située derrière le château. Au printemps, soit vers la fin mars et le début d'avril, commence alors la période de floraison sur l'île de Ménard. Elle commence d'abord dans la serre tropicale surnommée la Palmeraie, avec une grande exposition de superbes orchidées. Puis, de la fin mars jusqu'à la mi-mai, fleurit un véritable feu d'artifice de couleurs, avec la sortie des tulipes, des narcisses et des jacinthes. Dans la partie est de l'île, on trouve l'allée du printemps qui regorge de ces types de fleurs. Les pensées des myosotis ainsi que d'autres primevères font également partie de la palette de couleurs. Durant la période de mars à juin, fleurissent plus de 200 plants de rhododendrons et autres variétés d'azalées. Le jardin aux roses, qui a été dessiné dans le style italien, est d'une conception géométrique comprenant des pergolas, des sculptures et des fontaines. Durant tout l'été, l'allée du jardin aux roses baigne dans le doux parfum de 500 variétés de roses. On trouve dans l'ensemble de l'île environ 30 000 rosiers de 1200 variétés différentes. L'allée du printemps vous amène à la terrasse méditerranéenne, qui est ornée de plantes exotiques en pot, telles des palmiers, des cactus, des bougainvilliers et des agaves qu'on a sortis de la palmeraie durant la belle saison. En juillet, c'est au tour des hibiscus de fleurir. Et plus tard, au mois d'août, ce sont les passiflores. Du côté sud de l'île, on découvre le champ de dahlias, de 250 variétés différentes qui fleurissent de septembre à octobre. Dans la serre aux papillons, qui est ouverte au public à l'année longue et d'une superficie de 1000 m², les visiteurs peuvent se promener dans une atmosphère très tropicale. La température est maintenue à 26 degrés Celsius et l'humidité approche des 90 %. On y retrouve aussi des plantes tropicales et des cascades d'eau qui dépaysent le visiteur à coup sûr. Entre 700 et 1000 papillons de près de 80 espèces variées voltigent librement dans la serre au grand plaisir de nombreux visiteurs. Dehors des jardins, le parc abrite également un enclos réservé aux paons. On trouve également dans ce jardin le paon sous forme de topière. Magnifique, hein? C'est vraiment impressionnant, ça, je trouve. L'année dernière, l'île de Ménard a été visitée par 1 200 000 touristes. Il est recommandé de visiter l'île en automne quand les champs de dahlias se parent de fleurs multicolores. Le jardin voisin du bord du lac abrite quant à lui une collection de fuchsias, mais son intérêt tient surtout dans son dessin tout en fleurs, formant un modèle réduit de la forme du lac de Constance, aux couleurs changeantes selon les saisons. Je voudrais, en terminant, vous refiler une information au sujet d'une des essences d'arbres présents sur l'île de Ménard. Le Metasequoia de Sichuan en Chine n'est pas seulement remarquable par sa taille et son port majestueux, mais aussi par son histoire. Ce conifère aux feuilles caduques est considéré comme une vraie relique vivante. Un botaniste japonais le décrivait en 1941 comme un fossile vieux de 150 millions d'années. Aujourd'hui, il est largement présent sur l'île de Ménard, même s'il apparaît sur la liste rouge des espèces en voie de disparition, puisqu'on ne le trouve plus à l'état sauvage dans certaines provinces chinoises où jadis il poussait en abondance. Avez-vous des commentaires ou des questions? Dans quelle catégorie ce jardin-là se classe? Difficile à dire, en effet. C'est une catégorie plutôt universelle, je dirais. Ça va dans aucune des autres catégories qu'on connaît. Bon, je vais avant la pause, on va passer un dernier jardin, le jardin des 4 vents, à Cap-Alègue, au Québec. Ce superbe jardin, un des plus beaux du Québec, est l'œuvre magistrale d'un financier et philanthrope américain de l'État de New York, M. Francis Cabot, dont on voit ici la photo. Après ses études à l'université Harvard,
il allait s'établir à Cold Spring, sur les rives du fleuve Hudson. C'est là qu'il allait donner libre cours à sa grande attirance pour l'horticulture en construisant son premier grand jardin. Ce jardin privé qu'on voit ici, qui porte le nom de Stonecrops Garden, a été reconnu comme le plus beau des États-Unis. Cette passion allait le suivre et le motiver jusqu'à son décès en 2011. Même passé ses 80 ans, M. Cabot n'hésitait pas à s'accroupir pour mettre en terre des plans. C'est en 1965 que M. Cabot et son épouse Anne, qu'on voit ici, sont venus s'installer sur les bords du Saint-Laurent, dans le manoir seigneurial Mount Murray, dont ils venaient d'hériter à Cap-à-l'Aigle. De l'autre côté de la route 138, sur le terrain de 20 heures qu'il avait acquis, il se lança avec la main-d'œuvre locale dans l'aménagement de ce qui allait devenir le jardin des 4 vents. La première résidence sur ce site même du jardin fut construite en 1928, puis, après l'incendie de 1956, on a érigé cette seconde résidence dont la forme évoque les manoirs français du 16e siècle. Le domaine comprend une vingtaine de jardins différents et bien identifiables. Un des points culminants d'une visite aux 4 vents est sans aucun doute son pigeonnier, monumental de style français, de 15 mètres de haut et de 7 mètres de côté. Devant celui-ci, on trouve un bassin rectangulaire où l'eau a été noircie avec de l'encre de Chine pour mieux refléter le ciel et le paysage. M. Cabot s'était inspiré de ce pigeonnier français qui prolonge une grange et aussi d'un ancien moulin dans les Bodden Gardens qu'on visitera tantôt. Ce charmant et romantique bâtiment est complètement habitable à l'intérieur. Au second niveau, on a aménagé un charmant salon pour y prendre le thé, tandis qu'en haut, accessible par l'escalier en colimaçon, on trouve une chambre à coucher que M. Cabot a surnommée le nid d'amour. Dans ces lieux exceptionnels, ne sont admis que les privilégiés, bien sûr. Francis Cabot, avec son caractère fantaisiste, avait fait installer à proximité un orchestre de grenouilles musiciennes qui jouait un air de Dixieland lorsque le détecteur de mouvement s'activait, ayant décelé la présence de visiteurs. C'est en 1996 qu'un visiteur inattendu vint frapper à la porte du manoir. C'était le chanteur Charles Trenet, alors âgé de 84 ans, qui avait entendu parler en bien de ces lieux. M. Cabot connaissait Trenet de nom, ayant dans sa jeunesse entendu la chanson « La mer » de ce chanteur français, alors que M. Cabot courtisait sa future femme Anne sous les cieux de Paris. M. Trenet s'extasia devant le pigeonnier et devant les grenouilles avec un enthousiasme tel que M. Cabot a pu obtenir sans problème la permission de jouer un jardin extraordinaire de ce chanteur dans le pigeonnier. Encore là, un détecteur de mouvement déclenche cette bande musicale tout à fait appropriée. Une file de bassins rectangulaires reliés entre eux par d'étroits canaux déverse son eau dans le lac des Libellules agrémenté par l'élégante présence de cygnes. On contourne ce lac pour atteindre le jardin du ruisseau où on peut admirer le pont de la Lune chinois qui a été construit en béton pour être durable. Le sentier du jardin des Sous-Bois nous mène vers le ravin qui est d'une profondeur plutôt minime et que l'on peut traverser sur un pont de corde, sauf que celui-ci est maintenant interdit car il s'est grandement détérioré. Au fond du ravin, on entre dans un monde zen où on découvre 2 pavillons japonais. Une cascade d'eau qui se fait un chemin à travers l'accumulation de grosses roches couvertes de mousse pour aboutir dans l'étang à poissons. M. Cabot était allé recruter un maître charpentier japonais jusqu'en Californie pour s'assurer de la construction des pavillons. La construction a duré presque 7 ans, dont 2 ans passés pour laisser sécher le bois de construction. Le charpentier n'a utilisé aucun clou et aucune vis dans ses travaux, à l'exception des bardeaux de cèdre du toit qui ont été vissés.
Aucun outil électrique ou mécanique n'a été utilisé et les joints des pièces de bois sont à tenons et mortaise avec à l'occasion des goujons de bois comme on voit ici. Admirez l'élégance des pièces de bois formant le garde-corps et cette décoration pour le pignon. Le pavillon principal est posé sur des piliers en béton et ou encore appuyé sur des roches rondes de rivière. Le petit pavillon, quant à lui, sert à la cérémonie du thé et est dédié à la méditation. Ce jardin japonais, aidé par le doux bruit de la cascade, suscite un moment d'apaisement et de sérénité. Ce pont traditionnel japonais franchit le cours d'eau avec élégance. La grande piscine du domaine date de 1936. Elle a été dernièrement restaurée. C'est là que la famille Cabot se baigne volontiers avec une vue magnifique en plongée sur la baie et le fleuve. Fleurs et broderies à la française agrémentent les abords du manoir familial. M. Cabot a réussi à faire pousser cette magnifique, mais ô combien capricieuse fleur qu'est le pavot bleu de l'Himalaya. Aussi, à proximité du manoir se trouve le potager qui regorge de légumes et qui est divisé en plusieurs rectangles selon son contenu végétal. Durant les 4 samedis dans l'année où les jardins sont ouverts au public, un grand total de seulement 500 personnes y ont accès. Depuis le décès de M. Cabot en 2011, c'est sa fille Marianne qui poursuit l'œuvre de son père en s'occupant de gérer les jardins. Comme à son habitude depuis sa tendre enfance, elle passe la totalité des mois d'été au domaine familial avant de regagner le Kentucky où elle habite le reste de l'année. Ses 2 fils sont tombés en amour avec Charlevoix. On peut donc dire que la relève est probablement assurée. Colin Cabot, photographié ici avec son père, réside en permanence à proximité sur sa ferme de Saint-Irénée. Alors, ce sont 8 jardiniers qui voient à l'entretien des jardins sous la direction de M. Ronald Bergeron, qui est là depuis 35 ans. En 1989, M. Cabot a créé la Fondation Héritage Charlevoix, dont l'objectif est de préserver le patrimoine bâti, les sites naturels et les passages de sa région adoptive. Francis Cabot a été reçu chevalier de l'Ordre national du Québec en 2001 pour l'influence sur le développement de l'horticulture et la connaissance de l'art des jardins au Québec. En 2005, il a été choisi membre honoraire de l'Ordre du Canada. M. Cabot, un riche Américain qui a su dépenser sa fortune au bénéfice de tous. Merci beaucoup, M. Cabot. Avez-vous des questions ou des commentaires? Ben là, au bénéfice de tous, il y a juste 500 personnes qui peuvent aller voir ça. C'est pas ouvert à tous. C'est ouvert 4 samedis. C'est quand même très limité. On comprend qu'il y a pas limité. Il suffit d'être patient. Mais je pense que si on veut visiter, il faut s'inscrire dès maintenant pour l'année prochaine. À partir du 1er mars. À partir du 1er mars qu'on peut s'inscrire pour les visites. Les profits, le prix d'entrée va au camp écologique de Port-au-Saumon. Bon, on va prendre une pause avant de passer à la suite des choses. Alors, ce domaine-là, ça s'appelle Bodnant Gardens au Royaume-Uni. C'est un magnifique domaine qui est un des plus appréciés du pays de Galles. Installé sur la pente d'une colline, il permet d'avoir une vue spectaculaire sur les montagnes galloises. À proximité du manoir, un nombre de terrasses et de jardins merveilleusement plantés se relient les uns aux autres. Les plantations plus bas sur la pente descendent de la colline, étant nettement plus informelles et sauvages. La superbe serre adjacente au manoir servait à partir les plants qui éventuellement seraient mis en terre sur le domaine. Une particularité très appréciée par les visiteurs de ces jardins est la présence massive de plusieurs variétés de rhododendrons. En réalité, ce terrain compte une vingtaine de types de jardins allant du jardin japonais au jardin de rose,
aux jardins de fines herbes, aux jardins d'ombre, etc. Ce fait est dû à l'initiative du second Lord Aberconwy, qui, souhaitant que ces plantes qui poussaient avec tant de facilité à Broadnant soient cultivées en masse dans les jardins. Voilà ici la voûte de la plante qui se nomme Laburnum, qui est spectaculaire et sur laquelle nous reviendrons bientôt. Le vaste domaine de Broadnant s'étend sur environ 32 hectares, ce qui est considérable. Les jardins se divisent en deux styles, qui sont aussi impressionnants l'un que l'autre, mais fortement contrastés. Autour de la résidence se trouvent des jardins en terrasse, agencés de façon formelle avec des surfaces en gazon. Un peu plus en bas de la colline, on trouve la notion de pittoresque de l'époque victorienne dans le genre de jardin un peu à l'anglaise. Comparé aux terrasses situées plus haut, cette portion des jardins est beaucoup plus sèche et sauvage. La rivière Conway coule dans le fond de la vallée, au pied de la colline. En plus des rhododendrons, Lord Aberconwy avait fait planter un grand nombre de plants de camélias. À la fin du mois de mars, le magnifique arbre du Chili fleurit et ses grandes fleurs écarlates sont prodigieuses. Ce jardin est vraiment superbe à longueur d'année, présentant des joyaux de l'horticulture à toutes les saisons. On trouve aussi sur ces jardins des plantes moins communes, telles des magnolias et des viornes. Partant de l'entrée du jardin, un large chemin conduit au East Garden, dont les plates-bandes sont composées de plantes fleurissant en été et des bassins plantés le long des murs avec des clématites. Un petit bassin circulaire entouré de potentiers est situé dans ce jardin. Le Upper Rose Terrace offre un panorama magnifique sur le paysage en direction de la rivière Conway en bas de la colline. En contrebas de la Rose Terrace se trouve le Croquet Terrace. Je me dis que c'était l'endroit où les propriétaires et leurs invités jouaient au croquet, à laquelle on accède par un escalier divisé en deux. Le jardin du Nord est accessible par l'une ou l'autre extrémité de ces deux terrasses. Il présente une belle variété d'arbres et d'arbustes plantés en 1875. Deux autres escaliers mènent les visiteurs à la Lower Rose Terrace. On peut aussi descendre à la terrasse du canal, qui compte un magnifique moulin à son extrémité sud. Ce moulin a été récupéré et déménagé à l'endroit où il domine les étangs fabuleux de la terrasse du canal. On dit que la partie centrale de ce moulin, la partie au centre, là, aurait été une source d'inspiration pour le pigeonnier de M. Cabot, qu'on vient justement de voir. Et qui connaissait bien les Broadnant Gardens. Passé cette dernière terrasse, on remarque la métamorphose du paysage qui passe de la plantation bien ordonnée des terrasses à un paysage plus sauvage et plus désordonné, correspondant à l'idée qu'on se faisait du pittoresque au 19e siècle. Je voudrais vous dire quelques mots sur la collection de rhododendrons de ce domaine. En 1917, Lord Aberconwy, qu'on voit ici, qui était le propriétaire du domaine et membre de la récemment formée Société des rhododendrons, avait retenu les services d'un explorateur horticole, M. George Forrest, au nom prédestiné. Ce dernier lui rapporta des graines de rhododendrons de la Chine et du Tibet. C'est alors que Lord Aberconwy et son jardinier en chef se mirent à faire de l'hybridation entre ces fleurs asiatiques et les rhododendrons déjà présents dans les jardins. C'est depuis ce moment que les jardins Broadnant comptent plus de 350 plants de cette espèce hybride de rhododendrons, qui sont l'élément décoratif majeur de ce domaine gallois. Pour terminer avec ce fabuleux domaine, je veux revenir pour vous montrer la voûte de Laburnum, vieille de 140 ans. Cette année a connu une floraison hâtive qui a devancé celle de 2010 de 2 semaines. Réchauffement climatique sans doute. Sa floraison atteint son paroxysme vers la mi-mai. Cette voûte longue de 55 mètres est la plus étendue et la plus ancienne du Royaume-Uni.
Le peintre Claude Monet avait aussi de cette plante dans son jardin à Giverny. Avez-vous des questions ou des commentaires sur ce jardin? Oui. Quoi? Ben, de Marchambault, oui. Oui. Il y a quelque chose qui ressemble à ça, qui ressemble à la voûte qu'on vient de voir, là, au jardin les jardins de Monet à Giverny. Oui, il y avait des arceaux sur lesquels il poussait des rosiers. C'était des rosiers? Des rosiers sauvages, oui. Ça peut penser à ça, l'allée. Oui, c'est vrai. On va se changer de continent. On va aller visiter le jardin Majorelle à Marrakech, au Maroc. Ce jardin marocain est un jardin botanique de petite taille, occupant environ 2 hectares en bordure de la Médina, mais contenant 300 espèces de végétaux. On voit ici une villa art déco, nommée Maison des Illustres, et il y a aussi un musée de l'histoire des Berbères. Le jardin porte le nom de son créateur, le peintre français Jacques Majorelle, qui l'a conçu en 1931, en s'inspirant des oasis et des jardins islamiques. Le domaine a été acheté par le couturier Yves Saint-Laurent et son compagnon Pierre Berger en 1980. C'est un haut lieu du Maroc, du tourisme au Maroc, avec ses 600 000 visiteurs à chaque année. Certains disent que ce jardin est le deuxième plus beau du monde entier. À vous d'en juger. Ce jardin est une œuvre d'art vivante en mouvement, composée de plantes exotiques et d'espèces rares que son fondateur rapporta de ses nombreux voyages dans le vaste monde. Des cactus, des yuccas, des nénuphars, des lotus, des jasmins, des bougainvilliers, des palmiers. Le jardin est entretenu par une équipe d'une vingtaine de jardiniers. On y retrouve plusieurs espèces d'oiseaux qui ont installé leurs pénates, des merles, des mésanges, des fauvettes comme ici, et des tourterelles. Le musée berbère est situé dans l'ancien atelier d'Yves Saint-Laurent. Il couvre une superficie de 200 mètres carrés. On y trouve une collection de 600 objets, des armes, des cuirs, des vanneries, des tissages, des tapis, des vêtements, ainsi que des bijoux, tous des objets représentatifs de la richesse de la culture berbère. Le jardin compte aussi des cocotiers, des bambous, des agaves et des cyprès. En 1937, Majorelle crée ce qu'on appelle maintenant le bleu Majorelle, qui est un bleu outre-mer cobalt, à la fois intense et clair, dont il a peint d'abord les murs de sa villa, puis éventuellement tout le jardin pour en faire un tableau vivant. Les saisons intermédiaires du printemps et de l'automne sont préférables pour une visite à Marrakech, car en été, les températures peuvent atteindre les 40 degrés Celsius. Un de ses ex-propriétaires, Yves Saint-Laurent, a raconté son coup de foudre pour le Maroc et pour ce jardin en particulier. Je le cite. « Au Maroc, j'ai compris que mon propre chromatisme était celui des djellabas et des caftans. Les audaces qui sont depuis les miennes, je les dois à ce pays, à la violence des accords, à l'insolence des mélanges, à l'ardeur des inventions. Cette culture est devenue la mienne, mais je ne suis pas contenté de l'importer, je l'ai annexée, transformée et adoptée. » En entrant dans le jardin, on remarque cette belle fontaine carrée qui vous accueille et progressivement vous découvrirez les joyaux cachés de cette petite oasis artificielle. Dans la forêt de bambous, on peut se promener le long du canal d'eau qui rejoint la fontaine. On peut aussi observer la variété d'oiseaux mentionnés tantôt, car cette petite forêt est devenue le refuge de prédilection. On passera ensuite à l'importante collection de cactus, composée d'une 60aine d'espèces provenant pour la plupart du sud-ouest des États-Unis. En passant devant l'étang, les plantes aquatiques, on y verra les magnifiques nénuphars, ainsi que les fleurs de lotus sacrées, tous deux importés d'Asie par Saint-Laurent et Berger. Une autre des grandes collections de ce jardin à ne pas manquer, c'est la collection de palmiers, aux grandes feuilles et aux troncs bien droits, originaires de cette région même, et d'autres importés des îles Canaries, d'Afrique et du Pacifique. Des allées en béton peintes en rouge qui contrastent avec le jaune acidulé
des sorts en grès, avec les murets tapissés de bougainvilliers, avec le bleu cobalt recouvrant les bordures des bassins, font une toile de fond saisissante pour le camailleux de verre des végétaux. Si ce jardin emprunte certains éléments à la tradition islamique, tel l'espace flou avec des murs, la mélodie de l'eau filant dans les canaux, son concepteur Jacques Majorelle a créé son propre style plus proche de l'impressionnisme que de la stricte géométrie. Au détour des allées sinueuses se déroulent des scènes comme autant de mini-paysages, une palmeraie, un bosquet de bambous, une fontaine, une collection de cactus disposés sur du gravier rouge à 2 pas des fougères, bien que les fleurs ne soient pas abondantes dans ce jardin, il expose une diversité botanique tout à fait extraordinaire. Avez-vous des questions ou des commentaires? Comment trouvez-vous le bleu? Magnifique. C'est beau, hein? Les couleurs rouges, mais surtout le bleu et le jaune, ça a été inspiré comment? Pourquoi, là? Qui a choisi ces couleurs-là? C'est Majorelle. C'est le peintre Majorelle, le créateur du... le peintre qui a choisi. C'est le peintre, oui, c'est ça. C'est lui qui a créé cette couleur-là, oui. Ça n'a pas de rapport avec les couleurs du drapeau, par exemple? Non, pas du tout, non. Non. C'est un goût personnel, j'imagine. On le retrouve, ce bleu-là, dans la majorité des choses arabes, hein, quand vous achetez des assiettes, mettons, ou des plats, ou des choses comme ça. Souvent, on a ce même bleu-là là, qui Ah oui, je ne sais pas. est dedans. Dans les céramiques? Dans les céramiques, oui. Hein? Oui, Dans les céramiques, oui. Ah, c'est possible, oui, d'accord. Merci du renseignement. On va passer à un autre domaine, le Levens Hall au Royaume-Uni. Mais c'est curieux quand même, je vous fais juste le commentaire que tous ces beaux jardins-là sont formidables, c'est merveilleux. C'est comme là, en Maroc, on voit pas de... Tout est exotique, on voit pas de local, hein, pas de dattier, pas d'olivier, pas de plantes qui sont majoritairement de la place, là, tu sais, pas d'arbres. Tu sais, tantôt, vous avez montré l'Oregon, ben, tu sais, c'est l'endroit des séquoias giants, là, tu sais, ceux qu'on voit le jardin japonais avec des érables japonaises, des choses exotiques, mais Oui. on dirait qu'il n'y a pas de... Tu sais, que le local est tout tassé, puis on a créé un environnement spécial, là, tu sais, mais il n'y a rien, tu sais, ben, il y a rien, je n'ai pas été dans ces jardins-là, mais il n'y a pas de... J'imagine que si par exemple vous habitez l'Oregon et que vous êtes habitué à avoir des séquoias un peu partout, quand vous allez dans un jardin japonais, vous attendez à voir quelque chose d'exotique, quelque chose qui va vous dépayser. Quelque chose qui n'est pas de la place, évidemment. C'est ça. C'est peut-être ça l'attrait de ces jardins-là. Tu sais, parce que là aussi, on vient d'aller, probablement qu'à côté, tout de suite à côté de ça, il y a des fermes immenses d'oliviers, puis de dattiers. Ah, probablement, bien oui, bien sûr. Eux, ils ont comme chassé, hein, ils ont comme, tu sais, on n'a pas bâti avec ça, tu sais, non, pas. C'est un choix que le créateur a fait. C'est pas Oui. Bon, alors, ici, ça s'appelle Levens Hall, au Royaume-Uni. C'est le plus ancien et le plus grand jardin de topiaires au monde. On retrouve plus de 100 pièces de ce type de végétaux, avec des formes géométriques inhabituelles, certaines étant âgées de plus de 300 ans. Le jardin de Levens Hall a été créé par un Français, Guillaume Beaumont, en 1694, grâce aux connaissances acquises auprès du paysagiste français André Lenôtre lors de l'aménagement des jardins de Versailles. L'art du topiaire consiste à tailler dans des plantes à petites feuilles, principalement dans du buis, des ifs, des lauriers ou des cyprès, pour leur donner, dans un but décoratif, des formes très diverses, allant de formes géométriques à des formes de personnages ou d'animaux. L'art topiaire européen apparaît dès la Rome antique. L'art de la Renaissance italienne renoue avec cette coutume ancienne. Ici, à Levens Hall, certains arbustes formant des topiaires ont plus de 9 mètres de hauteur. Quand vous parlez de cyprès, est-ce qu'on peut dire plutôt nous autres des cèdres?
des cyprès. Le Ouais. cyprès, Ouais. c'est plus proche du pin un petit peu. On ne peut pas faire de petites épines comme ça avec le cyprès Non. qu'on a ici. Le cyprès qu'on a ici, des épines comme le pin. Là, regarde, on voit que c'est des petites épines de cèdre qui sont là. Tu sais. Je comprends que ça peut être dans la famille du cyprès, là, mais c'est pas mal plus proche du cèdre, moi, là, ce que je vois là, que du cyprès québécois en réalité. Le cyprès québécois, techniquement, c'est un pin, ça, c'est des grosses épines, ça, c'est politique, parce que c'est plus proche du cèdre que du cyprès. On devrait essayer ça l'été prochain. D'en faire une topière avec un cèdre qu'on a chez nous. Hein? Ben ça, écoutez, ça prend un siècle pour avoir un cèdre comme ça. Oui, C'est sûr. Il faut aussi prendre de bonheur. Oui, C'est comme les bonsaïs, là, la taille, là, c'est Oui. spécial. Hein? oui, tout à fait. Alors, sur plus de 4 hectares, Pardon? C'est un métier. Oui, tout à fait. excusez-moi, Pareil, des bonsaïs ou des Oui, pierres comme ça. on ne peut pas s'improviser. Non, non. alors, sur plus de 4 hectares, les formes géométriques majoritairement abstraites sont taillées dans de magnifiques spécimens de buis et d'ifs. Des plates-bandes constituent de plus de 30 000 végétaux cultivés dans les serres du domaine les entourent. Ces vastes aménagements comprennent aussi un potager et un jardin de fines herbes, des fontaines et des roseraies, un labyrinthe de saules et des prairies de fleurs sauvages. Un imposant manoir, construit à la fin du 14e siècle, se dresse au milieu de ce domaine, adossé, on la voit un petit peu à gauche, là, la tour historique du 13e siècle. Le jardin de Levens Hall est ouvert au public du mois d'avril jusqu'à la fin septembre. Si on y va en fin de saison, il est possible de pouvoir observer les jardiniers faire l'entretien annuel des topiaires pour les ajuster après la saison de croissance de ces végétaux. Il est un peu inhabituel de trouver des topiaires dans les jardins anglais. En effet, cet art est réapparu à l'époque de la Renaissance italienne et s'est développé grandement dans les jardins à la française, dont les jardins de Versailles. Vous vouliez dire quoi avec ça, topiaire? C'est comme la pyramide, ça, là, qu'on voit pas mal un peu à droite, là? Les topiaires, c'est-tu l'ensemble de ces végétaux-là? La topière, c'est l'arbre qu'on taille. C'est l'arbre qui est taillé dans des comme j'ai dit tantôt, dans des ifs, des buis. C'est ça une topière. On donne la forme qu'on veut à Il y chaque arbre. avait un jardin de topiaires au Québec. Là, je me souviens pas du nom, là, mais dans. Et il y avait Mary Poppins, par exemple. Il y avait des personnages. Un ours. OK. C'était pas des formes géométriques comme ça, mais des personnages. Ok. taillés. Mais les expositions, comme au Jardin botanique puis à Québec, là, les mosaïques, est-ce que ça en est des topiaires? Bien oui, C'est absolument. ça. Tu sais, il y a eu Les mosaïcultures, oui. les mosaïcultures à Québec puis à Montréal. C'est des topiaires, c'est des arbres qui ont été taillés. Il y avait des expositions spéciales à... Mais il y a beaucoup de pots, de plantes en pot pour construire quelque chose. Oui, c'est Ah oui, différent c'est un vrai, peu. ok. Ouais. C'est une structure de métal avec un paquet de pots. Oui, oui. OK. Si on y va en fin de saison, il est possible de pouvoir observer les jardiniers faire l'entretien annuel des topiaires. Ça prend d'où, ça, mon gars, pour enlever ça? Levenshall nous montre des spécimens très spéciaux quand il s'agit ici plutôt de formes géométriques et non de formes de personnages pour la plupart. Ce domaine appartient à la même famille depuis plus de 800 ans. Le concepteur du jardin, M. Beaumont, était un protestant qui avait dû se réfugier en Angleterre après un séjour aux Pays-Bas. À Levenshall, il propose un style hollandais qui est une variante des jardins à la française. Il évite ainsi les longues perspectives en privilégiant les parterres de broderie, hérités de la Renaissance, les espaces bien compartimentés et les plantes persistantes taillées. Ce jardin a survécu avec grâce et majesté à la mode insistante des jardins à l'anglaise du 18e siècle. À Levenshall, deux types de plantes servent surtout à former les topiaires, le buis pour les formes jusqu'à 2 mètres de hauteur et l'if vert pour les formes qui peuvent aller jusqu'à une hauteur de 10 mètres. Les 2500 mètres linéaires de petites haies basses
affaiblis par les différentes maladies, ont été arrachés et remplacés par du hou japonais. L'entretien des topiaires se fait à la cisaille manuelle et au sécateur, alors que les grands formats sont coupés à l'aide de cisailles électriques ou à moteur à essence. Il y a un petit détail qui compte lorsqu'on fait la coupe. Il faut humidifier les branches pour éviter de brûler les points de coupe. Grâce à leur savoir-faire, à force de répéter les mêmes gestes ancestraux, ces jardiniers deviennent de véritables artistes. Ils ont créé, comme ici, une arche couronnée. Ils ont fait également une perruque de juge et aussi des pièces du jeu d'échecs. On voit ici le roi et la reine. Le chef jardinier Chris et son équipe s'en sont donnés à cœur joie pour renouveler leurs créations les plus emblématiques de l'art des topiaires. Avez-vous des commentaires ou des questions sur ce jardin? Dans la photo précédente, la coupe était à faire. Ben oui, c'est sûr. Il y avait des petites branches. Des petites Ben, attends, branches la vertes. Là, ils ont Voilà, ils sont précédemment. passés, là. Celle-là? À faire. Ça, C'était dû, là. La coupe de cheveux était due. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est en fin de saison. Ils nous attendent. Alors, pour le dernier jardin de la journée qu'on va visiter, c'est le Butchart Gardens à Victoria, en Colombie-Britannique. Situé sur l'île de Vancouver, les Butchart Gardens, qui couvrent une superficie de 22 hectares, sont l'œuvre de la famille Butchart, qui depuis 1904 voit croître en toute saison une grande variété de fleurs, d'arbustes et d'arbres. Au printemps, les innombrables tulipes, narcisses et jacinthes composent un véritable tableau multicolore. Pendant l'été, le parfum émis par le Jardin des Roses enchante les visiteurs, alors qu'en automne, les érables du Japon tracent un kaléidoscope aux tons de roux, de doré et de rouge. Pendant les mois d'été où l'afflux des visiteurs au jardin est à son apogée, des feux d'artifice illuminent le ciel des samedis soirs et des concerts en plein air y sont offerts. Le printemps et l'été constituent les meilleurs moments de l'année pour une visite des jardins. Pendant le mois de décembre et la première semaine de janvier, autrement dit dans le temps des fêtes, des dizaines de milliers d'ampoules scintillent à travers les jardins, agrémentés des chants de Noël et d'animations diverses pour les enfants, ainsi qu'une patinoire extérieure qui accueille jeunes et moins jeunes. Profitant d'un climat méditerranéen de l'île de Vancouver, les Butchart Gardens se classent parmi les plus fameux espaces d'exposition florale. Sur cette surface relativement restreinte, on peut y trouver une magnifique variété de végétaux. Dès le printemps, la floraison luxuriante des plantes à bulbes nous impressionne avant d'être suivie d'une multitude d'espèces de cultivars qui font la joie de tous les amateurs d'horticulture. En existant depuis plus de 100 ans, ces jardins privés, mais ouverts au public depuis les débuts, reçoivent 1 million de visiteurs par année. En 1907, un concepteur de jardin est venu du Japon à Victoria pour y créer un jardin de thé qui a connu un succès fulgurant. Mme Butchart lui a ensuite donné le mandat de concevoir un jardin japonais complet sur leur domaine avant de retourner au Japon en 1912. De 1909 à 1921, le couple Butchart triba fort pour créer un jardin sur leur propriété. À partir de ce moment-là, ils commencèrent à ouvrir l'accès du domaine au public. En 1926, ils ont remplacé leur court de tennis par un jardin à l'italienne et en 1929, leur potager a été transformé en roseraie. Le jardin japonais qui date de l'origine des Butchart Gardens est occupé par 500 plants de rhododendrons et d'azalées, ainsi que par 200 mètres de cours d'eau. Le jardin à l'italienne comprend 2 étangs ceinturés de magnifiques fleurs. On y trouve également 22 000 plantes à bulbes ainsi que 85 variétés de fleurs. Caché près du stationnement se trouve un petit jardin qu'il ne faut pas rater, le jardin méditerranéen qui date d'une panoplie de plantes exotiques telles les datura,
et un bourgeon de datura. En 1964, pour célébrer les 60 ans de ces jardins, on a installé cette fontaine spectaculaire. Le jardin renferme aussi de superbes plantes de delphinium au bleu électrique. 2 totems de 30 pieds de haut, typiques des Autochtones de la côte ouest, ont été installés en 2004 pour fêter le premier siècle d'existence de ce fabuleux jardin. Alors, chers amis, avez-vous des questions ou des commentaires sur le Bullshit Gardens? Alors, c'est ainsi que je termine la conférence d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de belles fêtes. Et ne vous gênez pas pour vous embrasser en dessous du gui, comme disent les jardiniers. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence sur le merveilleux Jardin du Monde, le mercredi 24 janvier prochain. Avez-vous d'autres commentaires ou questions?